Les aventuriers d'HubSpot by 1 minute 30 avec Gabriel Dabichouevel. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode des aventuriers d'HubSpot. De retour avec Rémi Poulet, mon associé expert technique. Aujourd'hui, on parle ensemble de KPI et en particulier des KPI clés dans votre business, les KPI d'acquisition, ceux d'upsell et de cross-sell et ceux d'attrition. Et on va voir comment ils sont coordonnés et souvent on fait pas mal d'erreurs autour de ces KPI et on va revenir dessus. D'abord, je vous renouvelle la bienvenue dans les aventuriers d'HubSpot, le podcast qui vous emmène dans un voyage passionnant à la découverte du monde du CRM. Je suis Gabriel Dabichouevel, votre guide pour cette aventure et fondateur de 1 minute 30, partenaire HubSpot des entreprises ambitieuses. Que ce soit pour le conseil, l'intégration, la formation ou en tant qu'agence, 1 minute 30 sera à vos côtés à chaque étape de votre aventure. Notre mission est simple, vous aider à dépasser les objectifs de votre investissement HubSpot. Rémi, on n'a pas fait d'épisodes ensemble, on en a fait quelques-uns avec José Lito pour parler de RevOps et du nouveau Content Hub. Là, on revient sur le cœur du CRM et en particulier les KPI autour de ce qu'on a dit, acquisition, upsell, cross-sell, attrition. On va commencer par l'acquisition, c'est naturel. Quels sont les KPI classiques et quelles sont les erreurs classiques qu'on fait autour de ces KPI? Coût d'acquisition, ça veut dire combien je dépense en pub, en démarche commerciale, en temps homme pour acquérir un client. Le client qui va générer potentiellement du chiffre d'affaires, parce qu'on peut avoir des clients gratuits, on peut avoir des clients payants avec du chiffre d'affaires derrière. Donc naturellement, en fait, beaucoup d'entreprises partent au principe de se dire, je compare le coût d'acquisition de ce client-là au chiffre d'affaires qu'il va me générer pendant toute sa relation avec mon entreprise. Donc, ce qu'on appelle la lifetime value, qui est la valeur de mon client pendant toute sa relation. D'autres vont regarder en fonction des secteurs, plutôt dans le retail, le panier moyen, ce qu'on appelle l'average revenue per user, c'est-à-dire ARPU, pour dire quel est l'acte d'achat et quel est le chiffre d'affaires que j'ai généré. Pour certains, ça va être l'average revenue per user sur un an, d'autres sur un mois. Donc, ce qu'on appelle l'ARPU-PM, average revenue per user per month, pour dire quel est le chiffre d'affaires et à quel terme je vais le faire. En fait, quand on parle de chiffre d'affaires dans l'acquisition, on fait une erreur assez courante. C'est que quand on a une base 100 de chiffre d'affaires, produire ce chiffre d'affaires peut me coûter 90. Le coût d'acquisition que je puis me permettre sur un client, il ne peut pas être de 100 ou de 99, il ne peut être que de 9, parce qu'au-delà, mon client n'est pas rentable. Et donc, très régulièrement, on croise des clients qui travaillent sur la lifetime value ou l'ARPU, là où d'habitude, on travaille sur le lifetime margin et l'AMPU, c'est-à-dire l'average margin per user, c'est-à-dire quelle est la marge générée par mon client sur une période donnée. Puis la deuxième grosse erreur que l'on croise souvent, c'est que les personnes ne regardent pas le temps, la période de rentabilité. C'est-à-dire un client qui arrive, il peut avoir une durée de rétention plus ou moins longue et donc une espérance de vie dans sa relation plus ou moins longue. Et donc, quand on le compare à un ARPU mensuel, c'est-à-dire à un chiffre d'affaires mensuel ou une marge mensuelle, eh bien, en fait, ce qui m'intéresse, c'est à quel moment ce client acquis va me permettre de faire un petit point d'équilibre, c'est-à-dire marginalement, tous les ans ou tous les mois, je vais faire du chiffre et de la marge dessus, et un grand point d'équilibre, c'est-à-dire que j'aurai largement rentabilisé mon coût d'acquisition d'origine. Ce qui veut dire que sur des modèles classiques, qui sont des modèles basés sur la lifetime value ou l'ARPU, en fait, on peut se retrouver dans un modèle très pernicieux dans lequel les actions d'acquisition client font perdre la rentabilité de l'entreprise. Et c'est bien en mettant des indicateurs comme la lifetime margin, comme l'average margin per user, qu'on arrive avec des indicateurs pertinents pour se dire mon coût d'acquisition est de temps, ma durée d'investissement, c'est-à-dire ma période de rentabilisation est de temps, et donc ma trésor permet d'augmenter le temps, ma campagne, et de qualifier en fait quels sont mes vecteurs les plus performants. Le plus pernicieux par rapport à ce que tu dis, c'est que si sur ton marché, il y a un de tes concurrents qui commet cette erreur et qui va avoir des coûts d'acquisition supérieurs à la marge qu'il gagne, etc., ça va toi-même te pénaliser parce que tu es en concurrence sur les leviers d'acquisition, on parle des Google, etc. Et tu vas te retrouver dans une situation où tu vas plus pouvoir enchérir pour avoir des clients au juste prix. C'est la stratégie que certains avaient fait. Alors, tout le monde connaît au niveau marketing la logique de campagne de canal qui s'est laissé pirater pendant un certain temps en se disant, une fois qu'ils sont piratés, ils sont faciles à convertir et du coup, j'accepte de perdre de l'argent pendant longtemps avant de les transformer en clients.
C'est une stratégie qui est faite aussi par certains acteurs comme Google ou d'autres, où ils ont beaucoup de produits en gratuit jusqu'à un moment donné où ils passent en payant. Et c'est vrai que ces coûts d'acquisition-là, qui est en fait le montant d'investissement qu'on fait sur le client à un moment donné ou à un autre, qui est une autre forme de montant d'investissement, de coût d'acquisition, eh bien, parfois, il peut complètement assécher le marché et peut te pénaliser quand ton concurrent est pas un peu trop fort. Donc, tu peux effectivement choisir, en conscience de cause, de perdre de l'argent pour assécher le marché et devenir monopolistique. Il y a plein de références historiques dans le domaine. Voilà. Il faut rentrer dans le détail. Donc, en fait, c'est un arbitrage entre ce que tu dis, ce qui est sain, à savoir de respecter les marges, de travailler sur la marge, du coût d'acquisition, de la lifetime margin, et en même temps, des stratégies de prise de marché qui sont en concurrence. De toute façon, dans tous les cas, le CRM est là pour répondre à des enjeux de l'entreprise. Si l'enjeu de l'entreprise est un vecteur de conquête, c'est pas le même sujet que si c'est un vecteur on va dire, de croissance saine de l'entreprise. Et c'est pas le même sujet qu'un vecteur d'investissement, c'est-à-dire d'accepter globalement d'être en croissance, pas forcément en conquête de part de marché, mais en croissance, quitte à un peu assécher la trésorerie, baisser le besoin et augmenter le besoin en fonds de roulement pour pouvoir augmenter mon volume et atteindre une taille critique qui fait que derrière, ma marge opérationnelle ou ma marge de chaque nouveau client diminue de plus en plus et du coup, mes coûts d'acquisition sont encore plus intéressants. C'est toujours cette subtilité qui est ce bon équilibre où en fait, on peut aller chercher les points critiques pour augmenter ma marge par client supplémentaire. On peut aller chercher de la part de marché ou on peut avoir une gestion saine de se dire, en fait, il faut que je finance ma croissance et donc je peux pas non plus acheter des clients à perte indéfiniment. Est-ce que ça couvre la partie acquisition? Est-ce qu'on passe à la partie upsell, cross-sell? Oui, bien sûr. Ce qui est vrai sur l'acquisition est totalement vrai aussi sur l'upsell et sur le cross-sell. Après, on a d'autres paradoxes. C'est-à-dire que souvent, sur l'upsell, on se dit, très bien, je fais l'upsell, ça augmente mon chiffre d'affaires. Et potentiellement, ça augmente ma rétention client. En fait, c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'il y a malheureusement pas mal de cas d'usage dans lesquels l'upsell, et notamment dans le secteur des TPO, c'est assez intéressant, qui se bat beaucoup pour l'upsell et la dotation, notamment de contrats bas coût pour les enfants, pour la famille, etc., qui sont derrière des contrats qui sont pas à forte marge, mais on fait de l'upsell, où on augmente, on essaie de faire derrière la montée en gamme de ces contrats-là, et souvent ça devient en fait un vrai sujet quand on monte en gamme dans l'offre, on ne monte pas forcément en marge. Et ça, c'est un point important, c'est-à-dire que la marge, le chiffre d'affaires marginal et pas forcément la marge marginale, si je puis me permettre l'expression, et donc que ton upsell n'est pas forcément sain. Et c'est un vrai gros sujet de se dire, de vouloir augmenter absolument dans la gamme mes clients n'est pas forcément quelque chose qui va être bénéfique à l'entreprise à moyen terme. Il vaut mieux vendre plus de petits pains, sur lesquels j'ai une très grosse marge, que vendre beaucoup de pains de campagne sur lesquels j'ai une moins bonne marge. Sinon, à la fin de l'année, je me retrouve mal parce que connu pour mes pains de campagne et je ne fourgue plus de petits pains là où je faisais ma vraie marge opérationnelle. Et c'est là où le contrôle de gestion a un vrai rôle dans l'entreprise. Ce qui est vrai pour l'upsell devient encore plus vrai pour le cross-sell, parce que cross-sell, on est vraiment sur des secteurs où la stratégie d'entreprise compte en compte. On peut avoir des produits en croissance dans lesquels on fait de la conquête de marché versus des produits plutôt en décroissance, on gère de la protectionnisme ou des produits classiques de cross-sell. Et il y a un premier vecteur, c'est souvent, en fait, on pense que les clients qui sont clients de la catégorie A vont devenir clients naturellement de la catégorie B. En fait, on en voit beaucoup qui s'acharnent là-dessus. Et pour autant, en fait, on a une base de data qui nous donne le critère de multidotation, c'est-à-dire le nombre de clients compris la catégorie A et la catégorie B, qui est vraiment une source de vérité de est-ce que ça vaut le coup, opérationnellement, de faire du cross-sell? Est-ce que mon coût d'acquisition au cross-sell va pas être supérieur à mon coût d'acquisition du direct en naturel? Et ça peut paraître contre-intuitif, mais réellement, ça, c'est un vrai sujet, surtout que quand on fait du cross-sell,
eh bien, on a aussi d'autres vecteurs de déceptivité du client. C'est-à-dire qu'on peut avoir des produits sur lesquels on est moins bien reconnu et on peut perdre en crédibilité. Et donc, on peut avoir une espérance de vie sur le produit B que l'on essaie de vendre qui est moins bon. Et souvent, quand le client va churner sur le produit B, ben, il risque de churner sur le produit A aussi parce qu'il va nous re-challenger là où on n'aura pas été forcément parce qu'on n'a pas été bon sur la partie B, il nous re-challengera sur la partie où on est plutôt irréprochable. Et donc, c'est une vraie logique d'entreprise, une vraie logique d'analyse de la donnée. Et c'est des indicateurs qui sont très différents du pur classique. Quel est mon taux de cross-sell et quel chiffre d'affaires ou quel montant j'investis dans mon cross-sell. Et donc, le rôle du contrôle de gestion dans la bonne performance de ces vecteurs-là est critique dans l'entreprise. Vous savez que le contrôle de gestion, c'est toujours un parti pris. C'est toujours des logiques que l'on applique et qui sont en fait relatifs à la stratégie d'entreprise. Et le contrôle de gestion est vraiment critique sur la bonne mécanique et la bonne qualité des campagnes de cross-sell et d'upsell. Et avant d'attaquer la rétention, comment le contrôle de gestion collabore avec le CRM et vient nourrir, entre autres, ces sujets de marge pour construire les rapports dont tu parlais? En fait, on n'en parle pas assez souvent, mais le contrôle de gestion a un vrai rôle critique qui va être de structurer en fait l'analyse du revenu et l'analyse du réel et la marge réelle par l'activité. Donc, quand on a un portefeuille de 10 produits, on a une stratégie d'entreprise et des objectifs de vente sur ces 10 produits qui sont des objectifs de part de marché, de croissance, etc. Et donc, le contrôle de gestion est aussi là pour nous aider pour analyser en fait la marge et analyser en fait le coût d'acquisition. On peut avoir des objectifs de chiffre d'affaires, on peut avoir aussi des objectifs de rentabilité. Et c'est plutôt important d'avoir aussi des objectifs de rentabilité, de mettre ça en place. Ça veut dire avoir en fait, être main dans la main avec le contrôle de gestion pour bien qualifier que cette cohorte, que ces groupes d'activités qu'on en met, il va nous donner des clients de bonne qualité qui vont générer un bon chiffre et qui vont générer une bonne marge versus des clients qui en fait vont avoir une durée de vie beaucoup moins bonne. Et donc, se donner cette notion du temps dans le contrôle de gestion est fondamental. Et puis, la répartition des charges fixes de l'entreprise est un vrai critère qui va impacter concrètement l'analyse de la marge. Et on sait que un produit qui démarre, il va forcément en fait avoir une marge moindre jusqu'à ce qu'il atteigne un niveau critique, par exemple. Et ça dépend vraiment de la typologie. Ça ne sera pas du tout la même dans le monde de la presse ou dans le monde du B2C général ou dans le monde du retail que dans le monde du B2B dans lequel on travaille sur des portefeuilles dans lequel il est beaucoup plus facile de rester dans une entreprise existante que d'aller chercher, de rentrer dans une nouvelle entreprise, de faire de la prospection dans le dur. Donc, une vraie cohérence de ces indicateurs-là donne une vraie cohérence par rapport à la stratégie d'action et la stratégie de la boîte. Et on va donc retrouver ce même type d'analyse au moment de travailler la rétention? Alors, sur la rétention, c'est encore pire. On voit chez les opérateurs telco, retenir un client coûte plus cher qu'en acquérir un nouveau. C'est pour ça que quand vous voulez upgrader votre... C'est contre-intuitif et c'est pas le cas pour tous les business. Faut pas en faire une règle. Non, c'est surtout pas une généralité. Il y a, en fait, ça dépend très fortement des secteurs. Il y a effectivement des clients dans lesquels on se dit, bon, ok, je dois analyser ma marge opérationnelle que je vais générer si je retiens ce client. Donc, quel est le chiffre d'affaires complémentaire que je vais faire par ce client et quelle est la marge opérationnelle que je vais faire par rapport à ce client. Et c'est exactement comme l'espérance de vie. C'est pas parce que vous avez une espérance de vie des Français de 79 ans que l'espérance de vie à 70 ans est de 9 ans. On est bien d'accord. Plus on vieillit, plus l'espérance de vie se prolonge. Eh bien, en fait, plus un client est fidèle et plus son espérance de vie son espérance de chiffre et son espérance de marge peut se prolonger et s'agrandir. Et donc, c'est vraiment aussi là encore le contrôle de gestion, mais aussi les chiffres qui sont un peu têtus dans l'histoire, où en fait, on va pouvoir construire des analyses de dire quelle est la marge complémentaire que je vais pouvoir faire par ce client en le retenant, ou quel est le chiffre d'affaires que je vais pouvoir faire par rapport à ce client en le retenant. Est-ce que je dépense de l'énergie à le retenir et quel niveau d'énergie? Et versus, est-ce que je le laisse partir parce qu'il ne me génère pas assez de marge aujourd'hui? C'est ce qu'on voit aussi chez certains éditeurs logiciels, où on a d'anciens produits qui sont aujourd'hui trop coûteux à maintenir. Je ne donnerai pas des noms, mais certains se reconnaîtront facilement.
et qui sont tellement coûteux à maintenir qu'on préfère perdre le client pour qu'il aille à la concurrence plutôt que d'essayer de le conquérir et de l'upseller vers d'autres. Contrario, sur d'autres éditeurs logiciels, même dans le CRM, ils passent d'une version on-premise à une version on-cloud, par exemple. Ils ont une vraie problématique de transformer les uns en les autres. Le premier étant à perte maintenant, parce qu'il est dur à maintenir. Mais pour autant, en fait, le réembarquer, c'est quasiment le recontractualiser pour des années. Et donc, du coup, il est beaucoup plus facile pour eux de maintenir le client et donc ils savent très bien que la marge marginale va être beaucoup plus forte. Et donc, ils vont faire beaucoup plus facilement, vont même dépenser plus d'argent en rétention qu'en acquisition. Et ça, c'est notamment sur les marchés de renouvellement de contrat, où en fait, il est beaucoup plus facile de renouveler un contrat quand on est un éditeur que de signer un nouveau client quand on est un éditeur. Et donc, c'est vrai dans beaucoup de secteurs. Donc, on a bien les deux opposés. Hein. Dans les telcos, on se pose pas la question et c'est effectivement pas une généralité. Et au contraire, dans les éditeurs, c'est plutôt l'inverse. C'est que la rétention est beaucoup plus facile et beaucoup plus gain de chiffre d'affaires et de marge que l'acquisition. Et là encore, en fait, en termes de KPI et d'analyse de la data, c'est là où en fait, faut bien reposer les choses et bien le mettre à l'aune à la fois de la satisfaction et de l'engagement client, dont on a déjà beaucoup parlé, et du contrôle de gestion et de qu'est-ce que j'ai généré derrière et quel effort je dois faire. Tout le monde a été content quand il est commercial, à un moment donné ou à un autre, de perdre certains clients parce que ces clients-là étaient douloureux et étaient pas source de marge. Ça arrivait à tout le monde et se dire, bon, il est perdu, mais c'est pas si mal que ça. Et parce que ma marge opérationnelle n'était pas bonne et que le chiffre d'affaires était pas à la hauteur. Mais ça rejoint vraiment notre méthode Customer Experience Redesign où la première question qu'on se pose, c'est quel client on veut satisfaire. Et on veut effectivement pas satisfaire tous les clients, donc il faut qu'on choisisse les clients et c'est les clients potentiellement plus faciles à satisfaire avec des bonnes marges, etc. Et c'est toutes les questions qu'on se pose là, à savoir ne pas juste appliquer des indicateurs bêtement, mais les appliquer au regard de l'entreprise, au regard aussi d'une analyse fine de gestion qui permet d'avoir la marge et une réflexion sur les marges et pas uniquement une réflexion sur le chiffre d'affaires. C'est finalement ces éléments-là que tu partages à travers cette discussion autour des KPI d'acquisition, d'upsell, cross-sell et de rétention. Exactement, on parle souvent de l'alignement du commerce, du marketing et du support client. Et on oublie souvent le contrôle de gestion. Le contrôle de gestion et la satisfaction derrière, qui sont quand même fondamentaux pour aller dans la même direction. Et tout ça, en fait, s'aligne vers une stratégie d'entreprise. Super, cet épisode des Aventuriers d'HubSpot est terminé. J'espère que vous avez beaucoup appris avec Rémi. Si comme nous, vous pensez que le CRM est une aventure et qu'il faut être bien accompagné, contactez-moi chez 1 minute 30. Mais avant de partir, n'oubliez pas que l'expérience est meilleure lorsqu'elle est partagée. Alors après l'épisode, relayez vos découvertes avec d'autres aventuriers et n'hésitez pas à liker, à partager et à laisser un commentaire sur la plateforme où vous consultez ce podcast. Merci beaucoup Rémi, à bientôt. À tous. Vous pouvez réécouter tous les épisodes de notre podcast sur Spotify, YouTube, Deezer et Google Podcast. Vous pouvez aussi visiter notre site web 1minute30.com.